il n'y avait pas forcément d'idée du siècle comme ça, go, on y va, mais c'était plutôt, ok, on veut bosser ensemble et on a un truc, on trouve painful dans le digital et dans le paiement qui étaient 2 domaines aussi qu'on aimait beaucoup. On s'est dit, il y a quelque chose à faire, c'est un gros marché, il y a un nouveau PayPal à construire, allons-y de façon très très naïve. Et en fait, en quelques semaines, on s'est mis dedans, quoi. On n'a pas tergiversé longtemps. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Je le vois comme un avantage parce que quand on se pose trop de questions, on finit par pas faire grand-chose. On s'est pas posé de questions et on a réussi en très peu de temps à démontrer qu'on avait de l'attraction. On avait vraiment eu pendant 2 ans une phase de proximité avec nos clients qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi à trouver, je dirais depuis 9 mois, la recette magique qui nous permet de délivrer la conversion et d'apporter véritablement de la valeur. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast de Daphne. Avec moi pour enregistrer ce nouvel épisode, Sovan. Bonjour Sovan. Bonjour. Sovan qui gère la levée de fonds chez nous et grâce à qui nous pouvons investir dans de très belles boîtes comme celle que l'on accueille aujourd'hui, Just. En très bref, Just est une solution qui veut réinventer l'expérience e-commerce en la rendant plus simple, plus rapide ou plus sociale. Elle a un cheval de Troie que vous avez déjà dû voir passer sur certains sites, on mentionnera plus tard les clients, le One Click Checkout. Côté client, Just supprime tout ce qui peut rendre l'achat en ligne infernal, mot de passe, création de compte, formulaire, etc. Et pour les marques, il simplifie le checkout en proposant une option d'achat en un clic. Résultat, un parcours d'achat optimisé, des taux de conversion qui augmentent et enfin, des clients qui reviennent vraiment. Pour parler de Just bien mieux que nous, nous avons la chance d'accueillir Jérémy Pinto, cofondateur et CEO de Just. Bonjour. Bienvenue Jérémy. Bonjour Chabir, bonjour Sovan. Bonjour, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup. Oui, merci de revenir parce qu'on a eu un premier épisode un peu compliqué. On a enregistré une première fois et on a eu un petit problème technique. Et je n'étais pas là et j'avais envie de tout reconnaître sur Just. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui. Merci de revenir. Alors avant de commencer, tu connais du coup la question, on va un peu quand même changer pour te mettre en difficulté l'ordre, mais Jérémy, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bien sûr, je n'ai pas changé depuis le dernier épisode, même si je suis un peu plus bronzé. Donc Jérémy, 27 ans. Qu'est-ce que j'avais dit ? Tu sais quoi, c'est toujours terrible, tu dois te ressouvenir de ce que tu as dit. Mais c'est qui tu es aujourd'hui, plus il y a 2 mois. Exactement. Et aujourd'hui, je suis toujours le même. Donc je suis le cofondateur de Just, qui est une boîte que j'ai cofondée il y a maintenant 2 ans avec mon ami d'enfance Benjamin, que tu connais, Chabir, et avec qui d'ailleurs j'ai eu finalement, j'ai partagé finalement une bonne partie de mon parcours puisqu'on s'est connus, et donc à travers ma présentation je présente aussi Benjamin parce que je pense que c'est important que vous compreniez l'histoire derrière Just. C'est 2 personnes qui se rencontrent finalement assez tôt dans leur vie. On était en première année de maternelle à Ampère, dans le 17e, et on a finalement à chaque étape de notre vie été ensemble, que ce soit du coup en maternelle, en primaire, au collège, au lycée à Carnot, à Dauphine quand on a fait nos études de finance, et puis à l'ESSEC quand on a fait les concours parallèles. Et puis même dans nos premières expériences, on allait rechercher finalement la même chose, à savoir une expérience en fusion-acquisition, ce pourquoi on était, on va dire, je dirais entre guillemets calibré, même si bon voilà, c'est juste le formatage des études qui est le on va dire ce qui était un peu plus mis en avant à l'époque, c'était de faire du M&A, faire du conseil, etc. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment envie d'entreprendre. Alors cette envie d'entreprendre, on l'avait depuis assez longtemps. On avait même créé une asso tous les 2 à Dauphine. Et aussi, c'est quoi comme asso ? C'était une asso qui s'appelait d'Hôtel Aviv, dont l'ambition était de faire connaître finalement la culture israélienne et le Moyen-Orient dans sa globalité sous un prisme qui n'était pas politique. De la même manière qu'on pouvait avoir ce genre d'asso à Sciences Po, HEC, ESSEC, on n'était pas encore à l'ESSEC, etc. On voulait qu'il y ait aussi ce type d'asso à Dauphine
vous êtes passé par des écoles de commerce et les assos sont très vastes, on fait un petit peu ce qu'on veut et nous, ça nous tenait à cœur de partager cette culture, à la fois sur la partie start-up, puisqu'en fait, à l'époque, on parlait beaucoup de Startup Nation et donc ça nous a aussi permis à ce moment-là de mettre un pied dedans en allant visiter des locaux de start-up et de grosses boîtes aujourd'hui comme Waze à l'époque. Et donc ça nous a mis un pied dedans dans cette Startup Nation. Auquel nous on est attaché par définition, même si voilà, on l'a vécu comme une première expérience entrepreneuriale. Ouais, entrepreneuriale, vraiment. On était tous les deux à devoir remplir des dossiers pour un comité d'assaut la veille à 5h du mat. On devait faire notre première levée de fonds de subvention pour sponsoriser le voyage, parce qu'il a fallu organiser un voyage d'une semaine à l'étranger. Donc c'était pas facile, c'était vraiment ce qui je pense a forgé quelque part notre duo. Et puis on s'était dit plus tard, dès que l'occasion se présenterait, on remonterait quelque chose ensemble. Et dans le creux du Covid, finalement, il y a eu cette volonté commune de s'asseoir à une table et de dire ok, viens, on entreprend ensemble. Il n'y avait pas forcément d'idée du siècle comme ça, go, on y va, mais c'était plutôt ok, on veut bosser ensemble et on a un truc, on trouve painful dans le digital et dans le paiement qui étaient deux domaines aussi qu'on aimait beaucoup. On s'est dit il y a quelque chose à faire, c'est un gros marché, il y a un nouveau PayPal à construire, allons-y de façon très très naïve. Et en fait en quelques semaines on s'est mis dedans quoi. On n'a pas tergiversé longtemps. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Je le vois comme un avantage parce que quand on se pose trop de questions, on finit par pas faire grand-chose. On ne s'est pas posé de questions et on a réussi en très peu de temps à démontrer qu'on avait de l'attraction. On y reviendra, je pense, après. Mais voilà pour les présentations. C'est marrant ce que tu dis sur la genèse d'un projet parce qu'il y a parfois cette idée un peu préconçue de il faut avoir une idée flamboyante pour devenir entrepreneur. Mais en fait, il y a aussi ces personas qui ont envie d'entreprendre, qui ont l'équipe et qui se disent, bon, il y a une infinité de marchés par lequel on commence et on voit un pain et on essaie de le résoudre. Mais il n'y a pas cette espèce d'image. Parce qu'en fait, malheureusement, je pense que le monde des startups souffre, comment dire, il est mal perçu par le monde extérieur. C'est-à-dire qu'on pense qu'une startup, c'est cool. On pense qu'une start-up, c'est qu'être un entrepreneur, c'est stylé. Un entrepreneur, c'est stylé, alors que pas du tout. On va sauver le monde. Alors oui, on essaye évidemment d'avancer pour contribuer à un monde meilleur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour revenir au côté initial, oui, à la fin, ça reste un problème que tu as envie de résoudre. Que l'idée du siècle, par définition, il n'y en a qu'une par siècle. Et donc, ça ne sert à rien de se battre pour aller la trouver. Il y a des génies peut-être bien plus intelligents que nous qui trouvent cette fameuse idée du siècle. Et nous, on a juste envie de créer quelque chose, à la fois parce que ça nous amuse aussi, il faut le dire. On prend beaucoup de plaisir à entreprendre, parce que ça nous fait triper de partir de zéro et de réussir à créer quelque chose qui peut devenir énorme. Aujourd'hui, Just, c'est une petite boîte entre guillemets, voilà, on est au tout début, il faut rester à sa place, mais on a beaucoup d'ambition et on veut aller atteindre ce rêve de construire le prochain PayPal. Et ce que je te disais, Chabir, il y a quelques mois, c'est pas une boîte qui se crée en 1 an ou 2, c'est vraiment, on s'inscrit on a un commitment de longue durée quoi, dans cette boîte. Voilà. Ouais, c'est vrai, et même dans nos grilles de lecture à nous, à la fin, on investit sur des teams. Même Bien si sûr. on aime beaucoup le projet de Just, on investit essentiellement sur vous. Tu peux changer de projet, d'idée au cours de la boîte. Tu peux pas forcément changer de team, en tout cas moins facilement changer de team. Et puis, c'est surtout la capacité d'une équipe à savoir aussi prendre des nouvelles tendances de marché ou des opportunités. Parce que le secteur auquel tu t'attaques est en continuelle mouvance aussi. Donc, en fait, ceux qui vont réussir vont être ceux qui s'adaptent le plus et innovent le plus, peut-être par rapport à une idée de base. Complètement. Donc, Just, alors. Belle transition. Dis-nous en plus. Qu'est-ce que tu fais ? Tu parlais justement du problème que tu résous. Et peut-être même avant ça, vous aviez eu d'autres idées avant de lancer Just ? C'était quoi l'idée la moins bankable que vous ayez eue ? Il y en a toujours. Il y a toujours des idées moins bankables. Non, en vrai, je te dis, on était vraiment attirés par le monde du paiement et du digital.
on n'était pas très loin de Just. On avait réfléchi à un concept de démocratiser l'usage des cartes virtuelles que tu vois sur Revolut, etc., sur le e-commerce, pour faire en sorte que les consommateurs n'aient plus du tout à entrer quelconque carte bancaire. Ouais, ce qui peut la rassurer et faciliter l'achat. Donc en fait, dès que tu vas sur un site, tu appuies sur une espèce d'extension qui te génère ta carte virtuelle en un clic, mais l'idée c'est ça. Et en fait, on a creusé le modèle pendant 2-3 semaines. On est allé voir Trésor et les boîtes qui font de l'émission de cartes, Swan, Trésor. On a regardé comment on pouvait facturer ça. On a vu que le business model c'était 0. On a dit au revoir. Non mais c'est vrai, ça s'est fait comme ça. Même si l'idée est intéressante, on s'est dit non, ça peut pas marcher. Et puis voilà. Et du coup, on a sur Just. Et du coup Just, qui était aussi dans les petits papiers, mais qu'on voulait prendre un petit peu de temps pour creuser, est apparu comme une évidence dans la mesure où on a, et c'est aussi le cas à vous deux, on a grandi finalement dans une ère où tout se fait via le téléphone. Quand on a fait nos études, on est rentré je ne sais pas ce que vous avez fait comme études, mais probablement une école de commerce. Bingo. Bingo, ouais, c'était dur à trouver. La même que toi, mais j'ai pas osé dire parce que du coup je suis plus vieille et ça veut dire qu'on s'est même pas vu, donc coup dur. Et donc on a grandi vraiment avec les Lydia, les Revolut. Bien sûr. Toi aussi, du coup? Bah ouais. Ah, coup dur. J'avais pas compris en plus. J'ai que 30 ans, je précise. Donc les Lydia, les Revolut, on a grandi Pumpkin. avec Pumpkin, ouais, même Doctolib, tu vois, quelque part, Ouais. Uber. On est cette génération qui a vu tous ces changements apparaître, et donc tu te rends compte que tu peux faire un nombre de choses en quelques secondes qui est énorme. Tu peux échanger de l'argent avec tes potes en 2 secondes. Tu peux échanger de l'argent. J'étais en Chine à l'époque, donc tu peux faire sur Revolut, tu peux échanger de l'argent dans une autre devise en 2-3 secondes. Pendant le Covid, tu pouvais prendre un rendez-vous pour le vaccin en 2 clics. Bien sûr. Ton VTC, tu le commandes en 2 clics. Si tu as envie de commander un Deliveroo, tu le commandes en 1 clic. Et donc en fait, tu peux lister énormément de choses qu'aujourd'hui tu peux faire en 1 clic. Il y a un truc, et je pense que vous êtes d'accord, c'est que pour acheter en ligne, ça reste toujours le même calvaire. Sauf sur Amazon, où tu as globalement une expérience qui est ultra fluide. Et quand tu vas creuser un petit peu pourquoi c'est aussi fluide sur Amazon, tu te rends compte que Day One, ils ont mis en place tout un focus sur l'expérience user qui est passé à l'époque en 97 par le One Click Checkout, qui a été breveté à l'époque, qui avait été utilisé par iTunes notamment. Donc iTunes payait une redevance à Amazon pour utiliser sa techno. Aujourd'hui, ça paraîtrait peut-être absurde d'avoir un brevet sur du One Click Checkout. À l'époque, c'était innovant. Et je tiens quand même à rappeler que Amazon, qui représente 50% de la GMV globale dans le monde, en 2024, des ventes en ligne, a toujours le One Click Checkout. Je ne sais pas ce qu'il y a comme meilleur argument de vente pour dire que le plus gros site e-commerce du monde a un One Click Checkout. C'est sur quelle géographie ça ? C'est sur tout sauf la Chine. Non, mais sauf en Asie, pardon. Ouais. Okay. Ouais. Mais ça démontre aussi une certaine... comment dire que le One Click Checkout, quand même, mine de rien, de base, c'est une techno qui a servi les intérêts d'Amazon sur la partie user experience et qui le sert encore aujourd'hui. Sur le téléphone, ça a été remplacé par Swipe for Checkout, mais c'est un peu la même idée, quoi. Et pour les gens qui sont un petit peu moins familiers avec ce terme, ça veut dire quoi concrètement le One Click Checkout ? Alors, le One Click Checkout, c'est une technologie qui permet qui permet aux consommateurs, une fois qu'ils ont déjà acheté sur un site. Okay. Donc, par exemple, c'est... dans le cas... Pardon, je vais l'expliquer dans le cas de Just. Dans le cas de Just, donc tu n'as jamais acheté avec Just, tu vas sur un site qui propose Just, admettons With a New. Tu n'as jamais acheté avec Just sur With a New. Tu fais ton parcours d'achat de façon classique et au bout d'un moment, il y a écrit acheter en un clic ou procéder au paiement, et ça veut dire en gros tu vas perdre du temps, quoi. Et donc tu fais warning, tu vas perdre du temps. Je devrais le faire. Acheter en un clic. Là, pour son premier achat, évidemment, il doit entrer ses informations puisqu'on ne le connaît pas, personne ne le connaît. Et en faisant son premier achat sur le site de With a New avec Just, il va quelque part
s'enregistrer chez Just et lorsqu'il va faire un autre achat sur un autre site du réseau Just, il n'aura juste qu'à appuyer sur acheter en un clic et son achat est réalisé. Parce qu'on connaît son prénom, son nom, son adresse email, ses cartes bleues qui sont stockées, sécurisées, encryptées par nos partenaires de paiement, qu'on connaît ses méthodes de livraison favorites et qu'on sait qu'il a enregistré son bureau, son adresse et l'adresse de ses grands-parents. Donc en fait, on va recréer l'expérience d'Amazon pour tous les sites e-commerce. Et quelque part, ce qu'on dit parfois, c'est qu'on va créer le Next PayPal parce qu'on veut aussi remplacer quelque part PayPal à long terme. Okay. Et ça, Just apparaît en marque blanche, ou c'est-à-dire que je ne sais pas, entre guillemets, à qui je confie mes informations et qui va me servir de OneCheck. Alors, d'un point de vue visuel sur le site, ce qu'il y a, c'est un bouton acheter en un clic avec notre logo. On n'est pas encore Nike, donc pas sûr que tu le reconnaisses. Néanmoins, une fois que tu cliques, il y a évidemment des éléments de réassurance qui t'expliquent que c'est un checkout qui est il y a écrit Powered by Just, les conditions, etc. Que nous, en post-achat, on envoie un email de bienvenue aussi au consommateur pour lui dire Hello, tu viens d'acheter avec Just c'est quoi, etc. Et du coup, il va pouvoir retrouver Just sur d'autres sites et réacheter en un clic. D'ailleurs, finalement, une des grandes promesses de la proposition de valeur de Just pour le consommateur, c'est de pouvoir nous retrouver partout et de véritablement acheter en un clic. Parce que sinon, c'est juste un checkout optimisé, ce qui est déjà énorme parce que même sur un première expérience d'achat, on va être capable d'augmenter la conversion de façon significative. Mais sur un deuxième achat, donc sur un vrai one-click checkout, la consommation, elle est multipliée, l'incrément de taux de conversion, il est multiplié par 3. Okay. Et on a réussi sur les 2 années d'existence, les 2 premières années, à accroître cette courbe de repeat user, qui c'est un peu une flywheel. Plus on a de marchands, plus on a de consommateurs. Plus on a de consommateurs, plus on a de consommateurs qui reviennent. Et plus on a de consommateurs qui reviennent, plus les taux de conversion augmentent. Et plus les taux de conversion augmentent, plus on a de marchands. Puisqu'en fait, plus on a de transactions et plus on a de marchands parce que mécaniquement, on va être capable d'aller les en convaincre davantage, etc. Donc c'est cette flywheel qui se met en place progressivement. On est sur un business de cold start. Donc en fait, c'est des business qui... C'est beaucoup d'anglicisme dans les... on est tous victimes. On est obligé. Malheureusement, startup c'en est un. Donc on n'est pas sur une courbe comme ça. On doit être forcément sur une courbe qui fait comme ça, qui est plus lente. Qui est plus lente au démarrage. Exactement. Et en fait, si on regarde tous les business de paiement, parce que mine de rien, même si je déteste dire qu'on est une boîte de paiement, d'un point de vue sur le business model, on en est une. On est une fintech à ce niveau-là. On est entre fintech et retail tech. On a cette courbe qui va être amenée à être comme ça. Mais on voit déjà sur les 2 premières années des effets très très positifs de cette base user qui se crée avec cette expérience en un clic. Génial. Exactement. Hockeystick, si on veut avoir tous les acronymes en anglais. Mais tu donnais un peu quelques métriques là tout à l'heure. Tu peux nous en donner un peu plus, peut-être pour que les gens se rendent compte de ce que ça représente, et l'impact. Pour tes clients, on reviendra peut-être après aussi sur qui sont tes clients aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, Just permet aux e-commerçants d'augmenter leurs ventes de 10 à 15% en moyenne, ce qui n'est pas un chiffre tiré du chapeau, mais qui est un chiffre tiré des A/B tests que l'on réalise quasi systématiquement avec nos clients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on va démarrer une collaboration avec un site marchand, on va lui proposer d'A/B tester la solution, une version du site sans Just, une version avec Just, et l'idée, c'est de comparer laquelle est la plus performante. Il se trouve que la version avec Just génère 10 à 15% de chiffre d'affaires en plus, à la fois via un meilleur taux de conversion et un panier moyen qui augmente de façon peu significative. C'est pas ce qu'on veut impacter, mais le taux de conversion l'impacte de façon significative. Donc à panier moyen constant, on va dire, une augmentation de 10 à 15% de ton taux de conversion augmente ton chiffre d'affaires de 10 à 15%. Et ce qui est très fort dans notre proposition de valeur, c'est qu'en plus d'aider les e-commerçants à faire plus de chiffre d'affaires et donc d'augmenter leur top line, on va également les aider à améliorer leur bottom line, désolé encore, leur rentabilité, puisqu'en fait, tout le sujet de la conversion et pourquoi c'est si difficile à craquer et si important, c'est qu'en fait, tu vas générer davantage de marge.
C'est-à-dire qu'on permet aux marques à budget acquisition constant de générer davantage de chiffre d'affaires. Donc ton return on ad spend, il augmente, ta renta augmente et in fine, ce qu'on dit aux marques, c'est que voilà, votre taux de conversion va augmenter, vos campagnes vont être davantage rentables, votre CAC va diminuer et donc vous allez, grâce à cet excédent de trésorerie, soit vous le gardez en trésorerie et vous faites du cash à la fin de l'année, soit vous le réinvestissez pour investir davantage en acquisition, vous allez faire plus de visites, plus de conversions. Et là aussi, on a une flywheel qui se met en place. Et ce qu'on observe vraiment, c'est que toutes les marques qui ont réussi à atteindre un chiffre d'affaires à plus de 20 millions, 30 millions, c'est des marques qui ont réussi à investir de façon régulière sur leur conversion. Et nous, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est quelque part éduquer les marques sur la nécessité d'investir sur la conversion. Parce que pendant des années, il y a eu beaucoup d'investissements sur le haut de funnel, donc sur la partie acquisition. Il y en a eu aussi sur le milieu de funnel avec la qualité des sites, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt bon à ce niveau-là avec toutes les technos qu'il y a. En revanche, l'endroit qui est le moins, où lequel il y a le moins d'investissement et qui est pourtant là où les marchands perdent le plus de clients, c'est le bas de funnel, c'est le checkout. Et c'est pour ça qu'on intervient. Dans un contexte où on le sait, qui est très difficile pour les retailers. Ça fait déjà quasiment 2 ans que ça l'est. L'année dernière, c'était difficile. Cette année, c'est encore plus difficile. On en reparlera, mais ça n'a pas l'air d'aller beaucoup mieux non plus en ce moment. Ouais. Ah oui, c'est encore très, très difficile. Ouais. On est vraiment, je pense, dans le creux de la vague. On est dans un cycle qui est négatif. C'est des cycles. Je suis convaincu que ça va repartir. Parce que mine de rien, le e-commerce, ça reste une infrastructure aujourd'hui. Ça ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Ça reste une infrastructure qui est globalement super stable. Voilà, je pense qu'il y a probablement des secteurs et des business models qui souffrent aujourd'hui d'effets macro, qui sont difficiles et de tendances de marché. Mais globalement, ça va repartir. Après, toujours, on situe un peu le podcast dans le temps, mais on partageait hier avec Sovan un post du fondateur de l'Exception qui cherche actuellement un repreneur. Tu as peut-être vu son post aussi. Alors après, c'est vrai que peut-être que le secteur en général va mal, mais ce qu'il disait et que je trouvais très juste, c'est que les marques aussi reprennent un peu la main et qu'aujourd'hui, elles aussi, elles dépensent énormément sur le marketing digital, sur tout le funnel. Elles peuvent passer aussi, beaucoup passent par Just aussi sur le bas de funnel, et qu'en fait, quand tu es un multimarque aujourd'hui, tu te retrouves en compétition avec les marques aussi qui aujourd'hui sont plus fortes en e-commerce parce qu'elles se rendent compte que c'est plus juste, tu as ton pas de porte qui a de la valeur, en fait ton pas de porte il est non seulement en physique mais il est aussi en digital. Donc en fait, je trouve que parfois on dit le secteur, le retail va mal, il va mal, mais comme tu dis, je pense si on prend les chiffres de Amazon, au global, ça va plutôt bien et tu as encore beaucoup de géographies où le e-commerce est encore sous-représenté par rapport au physique. Et tu as des marques digitales qui se lancent aussi de plus en plus à la Asphalt ou Isée, qui après vont dans les business de boutique, mais qui arrivent vraiment à se créer une identité et sont bâtis uniquement sur de l'e-commerce. Donc tu as une évolution de ce marché qui est quand même fascinant, là où même des sœurs, des Balibaris, j'écoutais les podcasts de Ellie de Expérience Capital, tout ce modèle-là, c'est fascinant. Ouais, c'est clair. Mais c'est exigeant comme business. Ouais. Et ça se professionnalise et du coup, tu as besoin de passer par des solutions. Mais surtout en France, qui reste un marché. Alors, c'est un gros marché à l'échelle européenne, mais c'est un petit marché, mine de rien, dans le monde. Soit tu es une marque française, tu vas à l'international rapidement et aux États-Unis, ils arrivent à lancer des boîtes full digital et faire 100 millions. Soit effectivement, tu diversifies tes canaux, tu vas en magasin, tu fais du wholesale. Après, chaque marque a ses croyances sur, et ses choix à faire sur ce taux de marge, etc. Parce que forcément, ça impacte ta marge de distribuer sur d'autres canaux. Mais globalement, c'est obligatoire. Enfin, ça fait partie des relais de croissance qui existent pour sortir des difficultés actuelles du e-commerce. C'est clair. Et justement, tu parlais tout à l'heure de nos habitudes de conso qui ont un peu changé, de la période qui est un peu différente. En quoi aujourd'hui tu as un momentum sur le one-click checkout versus d'autres périodes où pas mal de boîtes se sont lancées? On a déjà parlé plusieurs fois de Fast ou Bolt ensemble. Alors après, encore une fois, Bolt, là, ils sont en train de relever des sous. Je ne sais pas si tu
T'as vu passer ça Même là? pas suivi. C'est récent, ça date d'hier, je crois. Mauvais élève. Mais ils ont C'est une la rentrée levée de pour tout le fonds un monde. peu shady là, qui est en train de se faire. Peut-être qu'elle se fera pas. Mais bref, en tout cas, ils sont pas dans la meilleure position. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que ça se passe et qu'est-ce qui a changé dans l'e-commerce? C'est une très bonne question, pas évidente à répondre, et je vais essayer de recontextualiser aussi cette partie sur le momentum et finalement ce que nous on voit sur le marché et pourquoi on s'est lancé. Alors c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais je pense que le e-commerce est cassé et ne croît plus. Et c'est une vérité, puisqu'en fait, si on regarde la croissance du e-commerce en Europe, aux US, sur ces 5 dernières années, VS, ce qu'on peut avoir sur un marché comme la Chine, qui même commence là à montrer des signes d'essoufflement, on se rend compte que finalement, il y a un gap qui s'est créé entre ce que la technologie est capable de nous offrir sur le marché chinois, VS que la technologie est capable de nous offrir aujourd'hui sur un marché occidental français, où en fait on n'a pas toutes les technos nécessaires sur l'intégralité de la Customer Journey. En Chine, ils ont réussi à innover continuellement sur cette Customer Journey pour maintenir un niveau de pénétration du e-commerce à 50% des ventes retail, là où justement en France et dans le monde occidental globalement, on est autour de 20%. En France, on est à 12%, Ah oui, c'est au énorme. UK, on est à 30%. Donc en fait, il y a un gap qui s'est créé, et en fait, c'est part de, enfin voilà, c'est 50% vs 20%. Il existe parce que je vous le disais juste avant, il y a ce gap qui s'est créé entre ce que la techno est capable de nous offrir aujourd'hui, point de vue techno, et ce que les expériences fournissent véritablement. Et quand on regarde plus près, on se rend compte que en Chine, ils ont réussi à innover continuellement sur la Customer Journey avec des expériences qui soient beaucoup plus sociales, beaucoup plus... Ça veut dire quoi des expériences sociales? L'expérience plus sociale, ça veut dire qu'en fait, tu vas pouvoir acheter depuis les réseaux sociaux, tu vas avoir du live shopping, tu vas avoir une capacité aussi à bénéficier d'expériences sur vraiment à n'importe quelle étape de ta Customer Journey. Ta Customer Journey, elle ne commence pas au moment où tu rentres sur ton checkout, elle commence où tu as perçu un intérêt pour la marque et pour le produit. Et en fait, en Chine, ils ont réussi à couper finalement cette Customer Journey. Tu peux acheter à n'importe quelle étape du funnel, et c'est entre autres parce qu'ils ont réussi avec des acteurs comme Taobao et Pinduoduo à innover sur le social commerce et sur le live shopping et sur le referral buying, ce qu'eux ils appellent le group purchasing, qu'ils ont réussi véritablement aussi à accroître cette courbe du e-commerce et avoir un taux de pénétration à 50%. Et nous, finalement, on considère qu'on est dans un marché où la génération qui arrive sur le marché, peut-être même pas la nôtre, celle de nos petits frères et nos petites sœurs, je ne sais pas si vous en avez, mais peu importe, on s'est compris. Cette génération qui arrive sur le marché, elle veut du simple, elle veut du smart, donc via la data, elle veut du social. Elle en a marre d'acheter toute seule derrière son téléphone et son ordinateur, parce que par définition, le shopping, c'est une expérience qui est sociale, que tu fais entre amis, en couple, en famille. Et en fait, on est les seuls dans le monde occidental à ne pas avoir réussi à reproduire cette expérience de base. Okay. En Chine, ils ont réussi. Évidemment qu'il y a des logiques culturelles qu'on n'aura peut-être jamais ici. Néanmoins, comme quoi, par exemple? Je sais pas, on n'a pas typiquement aujourd'hui les seniors en Chine sont beaucoup plus équipés et capables d'acheter en ligne que nos seniors ici. Parce que en fait, la Chine a vécu directement la révolution du smartphone. Ils sont pas passés par la case ordinateur, quoi, limite. Ils ont tous j'ai vécu un petit peu en Chine et franchement, c'était assez impressionnant de voir que dans n'importe quelle campagne en Chine, ils ont une connexion incroyable. Ils ont tous WeChat, ils peuvent tous acheter en 2 secondes sur AliExpress avec un tracking de leur colis qui est millimétré. Franchement, c'était assez impressionnant, et ça, c'était il y a quasiment 10 ans.
Je me dis, waouh, c'est quand même incroyable qu'il y ait ce gap finalement entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe chez nous. Néanmoins, pour essayer de rebondir sur ce que je voulais dire, voilà, nous, on est convaincus que cette génération, elle veut du simple, du social et du personnalisé. C'est un peu notre devise, making shopping simple, smart and social. Et on va réinventer ensemble cette customer journey en la rendant simple, smart et social. Et ça passe par évidemment le checkout en un clic, ça passe par le retour standardisé, parce que c'est aussi un calvaire de rendre un produit. Ça passe par le remboursement en moins de 24 heures, parce que pareil, quand on reçoit un salaire à la fin du mois et qu'on veut s'acheter quelques trucs, finalement ce truc ne nous va pas et qu'on demande un remboursement et que le remboursement il arrive 3 semaines après, bah, ça veut dire que pendant 3 semaines, moi je ne peux plus consommer. Et en fait, ce que fait Amazon et ce que font les gros groupes, c'est qu'ils donnent le cash directement parce qu'ils savent que Chabir, tu es un consommateur fiable, je te redonne l'argent, je t'avance les fonds directement, comme ça toi tu peux réacheter et tu peux reconsommer. Donc c'est ça aussi ce qu'on va faire, c'est aller au-delà purement de l'achat, mais c'est réinventer l'ensemble de la customer journey pour à la fois apporter plus de simplicité sur les éléments painful de la customer journey, le retour, le remboursement, etc. Mais aussi apporter une dimension plus social à travers l'ADN très consumer de Just qui est voué à vraiment exploser aussi via les réseaux sociaux. Donc on a déjà fait quelques POC sur du paiement conversationnel sur Instagram, sur WhatsApp. En tout cas, on est prêt à le faire, mais on n'a pas encore finalement les ressources nécessaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'inscrit vraiment dans une logique 360. Et on parlait de momentum, dans un e-commerce qui est complètement décentralisé aujourd'hui. C'est-à-dire que début des années 2000, on avait un e-commerce qui est e-commerce 1.0 qui était vachement centralisé autour d'Amazon et autour d'eBay et de quelques gros acteurs qui concentraient 90% de la LGMV, où tu avais un catalogue de produits et tu venais, tu avais de la simplicité et bon, c'est pas cher, t'achètes. Décennie 2010, tu as Stripe, tu as Shopify, Adyen, tu as quand même pas mal d'acteurs qui viennent nous dire bon, voilà, nous on est là pour vous équiper, le e-commerce explose, on a des milliers de sites e-commerce qui peuvent se créer, mais néanmoins, les sites restent limités dans les limites technologiques de ces plateformes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir des limites technologiques de ces plateformes-là. Et là, on est rentré depuis 3-4 ans dans l'ère du headless, dans l'ère tout est APIisé. On peut se connecter avec n'importe quelle techno facilement, si je puis dire. Et en fait, voilà, c'est ça le e-commerce 3.0. C'est un e-commerce qui est complètement décentralisé, qui est headless, dans laquelle Just, comme d'autres acteurs, vont pouvoir s'intégrer de façon simple sur les API d'autres briques de l'infrastructure e-commerce. Donc, ce e-commerce-là, c'est un e-commerce où en fait différentes briques techno vont s'additionner facilement et vont pouvoir améliorer de la valeur, apporter de la valeur aux marchands, mais aussi aux consommateurs qui, pour le coup, va gagner la bataille du e-commerce 3.0. Donc, il va falloir toujours aller dans le sens du consommateur dans cette décennie-là et au-delà. Donc, voilà pourquoi le momentum existe. C'est parce qu'on a un time to market techno qui est là. On a une dynamique aussi générationnelle qui fait qu'on est un point d'inflexion à ce niveau-là. C'est-à-dire que bon, il y a une génération PayPal. Cette génération-là, elle s'érode. Oui, clairement. Elle s'érode. Voilà. Je pense que j'ai même pas, malgré mon âge, de compte PayPal. Elle s'érode et en même temps, on a un e-commerce qui devient de plus en plus omnicanal. Donc, il va falloir pouvoir lui fournir une expérience qui soit homogène sur tous les canaux. Et en fait, on est vraiment au milieu de ce point d'inflexion. On veut servir une nouvelle génération de consommateurs sur les 20-30 prochaines années avec, et en redesignant toute la customer journey. Ça paraît très macro ce que je dis, mais voilà, on commence par un truc qui paraît très simple, qui est le one-click checkout et on parle de momentum. C'est pas si simple que ça, parce que mine de rien, notre momentum à nous, c'est aussi d'avoir eu la chance d'avoir 2-3 acteurs avant nous qui se sont cassés la gueule et grâce à qui on a pu apprendre énormément, que ce soit sur la façon de faire son go-to-market, la façon de construire son produit, la façon de comprendre que finalement c'est pas l'argent c'est pas l'argent que tu lèves qui fait le business, mais c'est vraiment
ta proximité avec tes clients et le fait que tu vas trouver ton MVP qui crée ton business. Je ne sais pas s'il faut que je parle de fast et éventuellement pourquoi pas, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a fait les choses dans l'ordre sans se brûler les ailes, en respectant finalement des étapes cruciales sur le 0 à 1 d'une boîte, à savoir tester à fond notre produit, lancer un produit qui n'est pas prêt, mais c'est pas grave, on le teste, on voit ce que ça donne. C'est être hyper proche de nos clients et si on en perd un, en fait, on va faire tout pour le rattraper. On va faire des sessions, on va déjeuner avec nos clients, on va leur dire venez au bureau, on va voir ce qui va pas. On a vraiment eu pendant 2 ans une phase de proximité avec nos clients qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi à trouver, je dirais depuis 9 mois, la recette magique qui nous permet de délivrer la conversion et d'apporter véritablement de la valeur. Parce que ce que les autres n'ont pas réussi à faire, c'était d'apporter cette taux de conversion en plus aux clients, c'était de capturer, et ça j'en ai pas encore parlé, mais capturer un pourcentage de commandes significatif pour se dire ok, il y a un PMF, mais on va dire côté consumers, c'est-à-dire que les gens aiment acheter en un clic. Ouais. Product Market Fit, Ouais. pardon. Et en fait, aujourd'hui, c'est 1 personne sur 5 qui achète avec Just lorsque Just est installé sur un site. Ok. C'est énorme. Non, mais c'est génial. 2 questions du coup. Qui sont tes clients? Et tu dis recette magique. Ouais. Tu peux la dévoiler ou... Ah oui, je peux la dévoiler, évidemment. Alors, qui sont mes clients? On a aujourd'hui principalement des clients français. Ok. Donc, ce sont des sites e-commerce qui sont voilà, on a commencé par des D2C, donc des marques émergentes, à aujourd'hui des marques un peu plus établies, donc comme Jot, comme Fagwo, comme With The New, comme Les Secrets de Loli, comme Sisters Republic. Donc c'est, on va dire, des marques qui sont relativement nouvelles à l'échelle du commerce, c'est-à-dire qui ont moins de 10 ans. Parce que c'est des marques qui se sont développées sur des technos sur lesquels nous on a installé, donc Shopify, PrestaShop. Et là, on est en train d'effectuer un move-up market pour aller justement proposer notre solution à des marchands plus enterprise pour qui le besoin d'augmenter ne serait-ce que d'1% la conversion est critique pour leur business. C'est-à-dire que plus on va sur des marchands, enfin des retailers qui font beaucoup de volume, plus le moindre incrément de conversion a un impact significatif sur le chiffre d'affaires et sur leur marge. Donc on a et on le voit d'ailleurs même nous en allant sur des comptes un peu plus mid-market, que notre proposition elle résonne davantage et qu'on est capable de mieux matérialiser et cristalliser les impacts sur leur PNL. Et donc on a adressé finalement là sur le 0 à 1 le SMB et le mid-market. On va continuer à adresser le mid-market français et aller sur l'enterprise. On a déjà quelques discussions intéressantes avec des gros retailers. Et on a aussi cette ambition d'aller démarrer le marché anglais, qui est un marché 3 fois plus gros que le marché français, qui est un marché sur lequel on doit aller rapidement pour être les premiers, puisque même si Just est aujourd'hui une boîte française, c'est pas... alors j'adore la France et je me sens très français, mais je veux vraiment que ce soit une boîte... international. Ouais, ça s'entend, mais c'est bien aussi d'avoir une ambition internationale là où la France reste un petit marché. Exactement. Et je veux qu'on y aille vite et c'est une ambition qu'on a toujours sur la même typologie de marchands, mid-market au début et ensuite enterprise. Génial. Et t'as pas... Il veut pas la recette magique. De la recette magique. Faut insister, hein. Ça ne donne pas du premier coup. Alors, non, mais... Quelle est-elle? Non, mais la recette magique, est-ce qu'elle est si magique que ça? D'une part, c'est beaucoup d'itérations. Donc, ça veut dire qu'on a souffert pour démontrer ces taux de conversion. Ce n'est pas du jour au lendemain que, dès le premier MVP, on a augmenté le taux de conversion. Parce que finalement, ce qu'on peut penser être une banalité, à savoir mettre des formes, des champs, prénom, nom, mail, carte bleue, livraison, ça paraît d'une banalité assez déconcertante. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce qu'on est au cœur de la customer journey. On est au cœur de centaines de connecteurs logistiques, ERP, paiement, modules d'upsell, page produit, brick headless. Voilà. C'est un bordel pas possible. Donc déjà, pour que tout ça s'imbrique ensemble, c'est très très compliqué. Il a fallu beaucoup de travail et d'abnégation.
Benjamin devait faire une intégration, il me semble, avec, je crois que c'était Chronopost. Évidemment, personne ne répond chez Chronopost. Il n'y a pas de comment dire, connecteur techno, c'est très compliqué à faire. On a appelé 10 personnes au service client chez Chronopost. On est remonté progressivement pour pouvoir faire l'intégration Chronopost. Voilà. Je ne pense pas que Fast ou Bolt ferait ce genre de travail d'aller tanner Chronopost pour pouvoir avoir quelqu'un pour ouvrir son API. Bon, c'est le genre de petit détail qui fait qu'à la fin, on arrive à onboarder des clients et on arrive à avoir une solution qui est très intégrée. Et le deuxième élément de notre recette, bon, c'était pas vraiment magique ce que j'ai dit, mais c'est plutôt voilà, du travail. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, on est les seuls aujourd'hui sur le marché à avoir compris que le sujet de la conversion, c'est un sujet de human nature, de nature humaine, de psychologie. Là où depuis 10 ans, 15 ans, on a des études de marché qui sortent et qui nous disent « Oui, votre client a abandonné parce que le parcours d'achat était trop long, parce que la carte bancaire n'a pas marché, parce que les champs de livraison n'étaient pas correctement mis. » Alors oui, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai et on se base là-dessus. Mais en fait, ce n'est pas rocket science, ce n'est pas ce qui fait qu'on a compris quelque chose et on est en train d'appliquer une recette magique. Ça, n'importe qui peut faire ce constat-là. Le vrai sujet, le vrai problème du e-commerce, c'est un sujet comme je le disais, de human nature, de psychologie humaine. Il y a un professeur de Stanford qui s'appelle Brian Fogg qui a publié un tas de bouquins sur ce qu'il appelle les persuasive technologies. C'était il y a 15 ans. Je lisais déjà à 15 ans. Je rigole. Mais persuasive technology dans lequel il explique voilà, qu'en fait, un behavior, c'est le modèle, il s'appelle BMAP modèle, donc behavior, donc dans le cas du e-commerce, une conversion, parce qu'il a été appliqué au e-commerce, c'est la combinaison de 3 facteurs psychologiques qui doivent apparaître de façon simultanée, les 3 ensemble. Ces 3 facteurs, c'est 1, la motivation, 2, la simplicité et 3, le trigger. La motivation, c'est ce qui fait qu'un consommateur est attiré par un produit. Super, j'aime la marque, c'est cool. L'insimplicité, c'est, en fait, est-ce que c'est simple d'acheter ce produit-là ? Parce qu'en fait, si ma station essence, elle est à 200 km de chez moi, c'est pas simple et je préfère aller chercher peut-être un bidon à 2 minutes de chez moi. Et enfin, le troisième élément, c'est le trigger. C'est la capacité à aller réaliser le comportement. Et en fait, alors, motivation et simplicity, c'est assez facile à appréhender, mais en revanche, le trigger, c'est plus compliqué à appréhender, c'est ce qui fait que le e-commerce, le taux de conversion d'un e-commerçant est bloqué. Qu'est-ce que c'est qu'un trigger ? C'est ce qu'on va retrouver chez un Amazon ou chez un Booking. Chez un Amazon, on va avoir certes une expérience qui est exceptionnelle, mais on va avoir en plus de ça des triggers tout au long du parcours d'achat. C'est genre buy within 2 hours and it will get delivered tomorrow. Ça va être 452 000 reviews positives de ce produit-là. Tu dis 452 000, c'est quand même intéressant. Ça va être promotion expires in 2 hours. Il t'incite vraiment à réaliser un achat, mais pas demain, après-demain ou dans 2 semaines. C'est maintenant. Mais c'est hyper intéressant. Ça peut être un peu sur les bookings, genre il en reste qu'un. Exactement. Ouais. Et donc j'allais parler de Booking qui est sur la verticale du travel. Je suis tellement là-dedans, moi, dans les triggers. C'est la même logique. C'est la FOMO. C'est la même logique. C'est la même logique. C'est il ne reste plus qu'une chambre. C'est pareil. Tu l'as prise, il en reste 12 après. Et en fait, tu te rends compte que chambre à ce prix. Les billets d'avion, c'est pareil. Mais en fait, ces sites-là, Booking, Amazon, c'est des mastodontes. Ouais, ils jouent là-dessus. C'est des sites qui ont des taux de conversion supérieurs à 10%, voire 15%. C'est des taux qui n'existent pas dans le e-commerce traditionnel. Et donc, nous, chez Just, on est les premiers et les seuls à intégrer cette logique de trigger et de human nature dans notre produit. On a non seulement un checkout très performant qui permet au consommateur d'avoir une meilleure expérience lors de son checkout, mais on a en plus de ça, tout au long de la customer journey, ce qu'on appelle nous des triggers. On s'est connecté aux différents logisticiens pour mettre sur la page produit comme sur Amazon, si tu achètes dans les 2 heures, tu seras livré demain. On est capable de mettre une review personnalisée d'un client qui te ressemble pour inciter le consommateur à passer à l'achat. On a un tas de triggers marketing au service du consommateur pour l'aider à prendre sa décision rapidement, mais surtout aussi au service du marchand parce qu'à la fin, c'est
pour l'instant aujourd'hui, c'est lui notre client et c'est à lui qu'on vend la solution et ça marche. Donc la secret sauce, c'est ça, c'est la compréhension que le sujet de la conversion et du commerce, c'est un sujet de nature humaine notamment. Voilà. Et que c'est du travail. Et que c'est du travail. Ah oui, toujours. Et bah... Ouais, moi j'avais juste une question. Tu parles un peu de Benjamin, donc ton cofondateur. C'est quoi vos rôles? Est-ce que vous êtes complémentaires? Est-ce que vous êtes assez similaires? Est-ce que vous êtes un petit couple dans le monde professionnel? C'est quoi un peu votre relation? Alors, on est très amis évidemment. On est, je le disais, amis d'enfance. On a fait les mêmes études, le même parcours, etc. Donc ça entre guillemets, peut faire peur dans le fait qu'on ait des personnalités, des skills similaires. Peut-être qu'il y a un socle commun qui est similaire. Néanmoins, il y a des personnalités différentes entre Benjamin et moi qui servent nos différents rôles dans la boîte. Donc moi, je vais plus gérer la partie business de Just, tout ce qui est sujet au revenu, tout simplement. Et Benjamin va plutôt gérer la partie Ops et End Product. Donc, on s'est plutôt bien réparti les rôles à ce niveau-là. Ça nous convient parfaitement et je pense que lui comme moi, on est bon dans ce qu'on fait. Et ça a été un sujet, un peu la répartition des tâches, ou ça s'est fait naturellement? Non, franchement, ça s'est fait très, très naturellement. Okay. Dans le sens où lui comme moi, on a monté cette aventure pour la responsabilité, pour le fait de faire grossir une équipe. Bon, ça ne nous intéresse pas forcément de faire la une des magazines. On est des bosseurs, lui et moi, et donc on est des doueurs. Donc ça, c'était quelque chose sur lequel on était d'accord. Maintenant, effectivement, pour le bien de la boîte et le bien de toute boîte, il a fallu répartir les rôles. On l'a fait très, très rapidement et ça a plutôt bien marché. Alors oui, il y a toujours des sujets de réorganisation, des sujets où on peut être amené à travailler ensemble et c'est normal, évidemment, mais on a chacun nos scopes et ça se passe super bien. Génial. Canon. C'est quasi le mot de la fin. Est-ce que il y a des messages que tu avais envie de faire passer, que tu n'as pas pu passer encore? Et déjà, merci de m'avoir invité. C'est le premier message. Merci à Daphne aussi pour leur soutien sur la dernière levée de fonds qu'on n'a pas encore annoncée et qui sera annoncée très prochainement. Message que j'ai envie de faire passer, il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'on est en train de construire le prochain PayPal, une super boîte avec des super talents et backée par des super fonds. Et donc, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter. Le deuxième, c'est que si vous êtes un e-commerçant et que vous écoutez ce podcast, n'attendez pas trop avant de mettre Just parce que c'est un super booster de conversion. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Et notamment pour les fêtes de fin d'année. Effectivement, il n'y en aura pas tout le monde. C'est une édition limitée. C'est le seul produit tech en édition limitée. Ça marcherait peut-être. Donc voilà, c'est le bon moment pour essayer. Et comme je le disais, c'est vraiment... c'est quasiment du... tu testes et si le marchand n'est pas content, il l'enlève. Donc il y a très très peu de barrières pour tester la solution. Et puis voilà, j'étais très heureux de revenir pour faire ce podcast. Je prie pour ne pas revenir une troisième fois. Je dois juste appuyer sur un bouton, normalement ça devrait le faire. Attention à quel bouton. Allez, Chab. Allez, Chabia. Ça va le faire. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup.